sécurité de la navigation. Eh bien, les voies navigables internationales constituent toujours un enjeu stratégique, surtout lors des conflits. Aujourd'hui, quand on parle de voies navigables, il faut justement revenir au détroit d'Ormuz, justement, qui est au cœur du conflit. Quand on parle du conflit, on ne peut pas épargner justement le détroit d'Ormuz. Quel rôle joue ce détroit pour trouver justement, pour sortir de la crise, ou au contraire faire en sorte de s'enfoncer davantage dans l'escalade? Alors tout d'abord, le détroit d'Ormuz est un détroit international selon le droit international, parce qu'il relie le golfe Persien à l'océan Indien. Et le golfe arabe. Oui, voilà. et le droit international, il distingue trois types de détroits, dont ce qui nous concerne, les deux régimes du passage inoffensif et du passage de transit. Le détroit d'Ormuz, il est soumis à ces deux régimes. Et donc, il a un rôle primordial dans le commerce international. Et désormais, les tensions qui se passent maintenant, ils ont affecté, ou ils ont eu un impact sur ce droit de navigation, surtout après les attaques de l'Iran sur les navires qui y passent. Alors il n'y a pas une déclaration claire que ce détroit va être fermé, mais l'Iran, elle attaque les navires ou les avions qui y passent, donc elle a perturbé le commerce international, il a eu un impact mondial. Très bien. Quand on parle, j'aimerais bien revenir au droit international et justement, quand on parle d'alternatives, c'est-à-dire le droit international, les organisations internationales, ça c'est le cadre classique pour le règlement de conflits. Aujourd'hui, quel est le rôle, par exemple, des médiateurs, de la médiation dans le règlement de conflits? En fait, la médiation est définie par les organisations internationales, par la Charte des Nations Unies, notamment l'article 33 sur le règlement des différends. Alors, c'est défini par les organisations nationales, ce n'est pas une alternative, pardon, mais la médiation, c'est le fait qu'un État tiers, il s'intervient pour rapprocher les pays qui combattent ou pour trouver des résolutions. Mais d'une manière internationale, cette résolution n'est pas contrainte, mais les organisations nationales, les résolutions des organisations internationales sont obligatoires. Donc il y a une différence et la médiation est soumise au droit international. Le droit international, il encadre ces efforts de médiation qui se passent maintenant comme même sur scène, comme les efforts quadripartites ou les négociations trilatérales. Très bien. Si on parle encore une fois de ce droit international, comment est-ce que le droit international qualifie-t-il justement les frappes qui visent les régions civiles? C'est-à-dire les différentes parties précisent qu'ils ne visent pas des sites civils jusqu'à présent ou des régions civiles jusqu'à présent au moins, mais au cas où il s'agit clairement des sites civils ou de régions civiles, quel sera justement le rôle du droit international? Alors, concernant les zones civiles, le mot civil quand même est défini par la Convention de Genève de 1949 et ce sont les parties qui ne fassent pas une partie du conflit. Donc, les civils, toute attaque contre les civils est une violation claire du droit international public, mais parfois ces civils sont touchés. Pour cela se vient le principe de proportionnalité. Ce principe de proportionnalité stipule que les zones, même si les civils sont touchés, elle doit être en proportion avec les dommages. Alors maintenant, désormais, il y a beaucoup des zones civiles qui sont touchées. Alors la communauté internationale a condamné cette violation claire du droit international et la Convention de Genève a quand même précisé les civils, les blessés et les prisonniers qui sont protégés par le droit international. Très bien. Revenons au détroit d'Ormuz. Les États riverains, en général, s'il s'agit de voies navigables, là en particulier dans le cas du détroit d'Ormuz, les États riverains peuvent-ils restreindre plus ou moins la liberté de navigation ou aussi avoir un mot
dans ce conflit? D'accord, j'ai déjà précisé Ou que... dans les restrictions, je veux dire, dans la restriction de passage? Oui, à cause des tensions maintenant. Alors, j'ai déjà précisé que le détroit d'Ormuz est un détroit international. Mais cela ne signifie pas que les pays riverains ou les pays côtiers ne peuvent pas contrôler la navigation. Alors, en principe, il y a une liberté de navigation, mais à cause des tensions ou des attaques sur sur la souveraineté des États, elles peuvent contrôler, mais non pas empêcher les navires d'y passer du détroit parce que c'est une voie internationale. Plus de 20% du pétrole mondial il passe par ce détroit, donc elle ne peut pas empêcher. Si elle peut empêcher quelques navires pour des raisons de sécurité ou pour des raisons d'environnement, par exemple. Mais elle ne peut pas restreindre ou bloquer la navigation dans ce détroit. C'est une violation, autre violation du droit international. Super. Justement, quand on parle de l'équilibre mondial, à quel point ce conflit met-il en question l'équilibre mondial, vous pensez? Ok, concernant l'équilibre mondial, on parle quand même de la question du nucléaire, parce que maintenant, dans notre région, il n'y a pas qu'Israël qui possède des armes balistiques, et maintenant l'Iran va posséder des armes balistiques, et c'est le conflit qui se passe sur scène maintenant. Alors, désormais, il n'y a pas maintenant d'équilibre, et ça va... Il y a d'autres pays en tout cas, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a le Pakistan, bien Israël, bien sûr, outre... les puissances bien sûr, oui, mais je parle d'équilibre régional au Moyen-Orient. Et quand même, dans tout le monde, il n'y a pas d'équilibre clair mondial parce que c'est les États-Unis qui contrôlent l'équilibre mondial. Alors maintenant, il y a la Russie qui est sur scène maintenant. Peut-être dans le futur, ça dépend sur les scénarios du futur, on va avoir un équilibre. Alors ça dépend quand même sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça dépend sur plusieurs guerres qui jouent sur ces menus. Là encore, le droit international, est-ce qu'on peut parler d'application ou non-application du droit international en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien? Le droit international public toujours s'applique sur toutes les guerres, notamment le droit international humanitaire. Est-il efficace toujours? Alors, il est à l'épreuve maintenant, parce qu'il y a une violation claire du droit, alors il est à l'épreuve maintenant. Mais toujours, il y a la Cour pénale internationale, il y a le Conseil de sécurité qui peut imposer des sanctions ou envoyer des missions d'enquête. Alors maintenant, on peut dire qu'on va voir est-ce qu'il est efficace ou non dans le futur, après ces guerres. Très bien. Comment peut-on décrire la situation au Liban? Parce que là aussi, c'est un point qui reste assez critique, délicat, avec les frappes contre le sud Liban et les populations civiles qui quittent leur foyer. On parle de déplacements massifs de citoyens. Là aussi, où est le droit international? Alors, comment est-ce que le droit international peut-il être appliqué, si vous voulez? Alors, concernant la guerre au Liban, soit au Soudan quand même, c'est la même chose en regard du droit international. Donc, il y a maintenant une crise humanitaire et une crime de guerre. Alors, la Cour pénale internationale, bien sûr, elle condamne ces crises, notamment au Liban, parce que nous avons des frontières communes avec l'Iran. Alors, l'Égypte a ses propres lignes rouges concernant ce conflit. Et c'est pour cela, concernant les mécanismes du droit international qui s'appliquent, bien sûr, les conventions humanitaires, elles s'appliquent, mais ça dépend quand même sur la Convention de Rome, parce que la Cour pénale internationale, elle dépend sur les pays partis de Convention de Rome qui peuvent sanctionner aux prisonniers les autorités au Liban à cause des crimes de guerre, aux crimes de génocide quand même. Mais il y a des mécanismes qui existent déjà pour enquêter et sanctionner les violations du droit international humanitaire. Est-ce que c'est correct? C'est correct, bien sûr. Ça dépend sur le Conseil de sécurité, oui, bien sûr. Mais toujours, il y a le droit de veto dans le Conseil de sécurité, c'est ça le problème. Mais il peut envoyer des missions d'enquête ou des commissions d'établissement de faits, par exemple, parce que la crise il y a une escalade dans la région, dans toute la région maintenant.
l'ONU qui a été créée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, est-ce qu'on met en cause les principes fondamentaux du droit international? Alors maintenant, oui, la médiation qui se passe maintenant sur scène, ou la médiation en général, c'est un principe fondamental de la charte de l'environnement de l'UNU, notamment l'article 33, des règlements de différends. Alors maintenant, oui, ces principes, elles sont efficaces, bien sûr. Ils se portent quand même ou soutiennent le maintien de la paix dans la région, et toute violation de ces principes est condamné, soit par les principes de l'ONU, soit par le droit international public, qui se trouve ses sources notamment dans les principes de l'ONU. Très bien. En cas d'escalade, c'est-à-dire demain, il y a un ultimatum, par exemple, et si on prend comme cas, voilà, l'ultimatum de demain, l'ultimatum de Donald Trump qu'il a donné justement à l'Iran. Aujourd'hui, en cas d'escalade, quels sont les scénarios juridiques qui devraient justement être appliqués? Alors les scénarios juridiques... Pas appliqués, mais les scénarios qu'on a devant nous, si vous voulez. Oui. Les scénarios juridiques, elles dépendent sur les déclarations de Donald Trump, qui a créé une incertitude quand même. Alors peut-être la guerre va extendre jusqu'à 4 ou 6 mois, comme le président Donald Trump a déclaré. Ou maintenant, si la guerre a étendu, cela vient le rôle du Conseil de sécurité, ou les principes qui sont à l'épreuve, comme j'ai déjà précisé. Le Conseil de sécurité ou le droit maritime, il doit condamner le fait de blocus de navigation dans le détroit d'Ormuz, et quand même il va condamner toute violation du droit international. Et c'est ça. Très bien. Maroua Refat, vous êtes chercheuse en droit international. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Okay. Et madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous, et à la prochaine. Merci. Au revoir.